L'invité café. Simone Grande, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressée au Heiva Itaiti au point d'en faire un livre? Parce qu'on peut s'intéresser à plusieurs choses, mais au point d'aller en faire un livre. Disons que c'est dans un esprit de partage d'une expérience, parce qu'il y a deux chefs de groupe qui m'ont demandé d'écrire des thèmes pour eux. Le premier chef de groupe, c'est Margrethe Lai. Et en 2012, j'ai écrit son thème et le groupe a gagné le premier prix. Puis ce fut Olivier Lenoir qui m'a demandé de lui écrire pour 2016 et 2017. Donc pour 2016, la troupe a gagné le premier prix et en 2017, nous avons gagné le troisième prix. Donc nous avons été lauréats. Nous savons qu'au Heiva, les textes disparaissent et il est exigé de ne surtout pas faire ce qu'il y avait les années d'avant. C'est-à-dire, on dit de se souvenir, mais en même temps, on fait tout pour que vous oubliez. C'est-à-dire? Les thèmes sont sanctionnés, les groupes qui présentent des moments qui rappellent un Heiva précédent. Donc, il faut chaque fois inventer. Et je trouve que nos artistes sont extraordinaires d'invention et d'imagination, de ressources pour chaque fois inventer une histoire qui n'a jamais été racontée de cette manière-là, parce que ce sont souvent les mêmes histoires, mais elles ne sont jamais racontées de la même manière. C'est pourquoi vous leur rendez hommage dans ce livre? Je rends hommage à tous les acteurs du Heiva. Qu'il s'agisse des auteurs, qu'il s'agisse des musiciens, du chef de groupe, des habilleuses, des chorégraphes, des musiciens, parce que tous ces gens-là travaillent la plupart du temps à perte. Et pourtant, ils continuent tous les ans à se produire et à nous réjouir et à participer à la vie socio-économique du pays. C'est pourquoi vous dites que le Heiva est un trésor à préserver? Absolument, parce que c'est un trésor, parce qu'il naît de l'imagination et du meilleur de nos artistes et de gens qu'on ne pense pas être artistes, mais qui à ce moment-là expriment leur art. Alors, j'ai vu, c'est dans le livre que vous parlez de fait social total. De quoi voulez-vous parler? L'expression fait social total, c'est une expression qui a été inventée par Mauss, un anthropologue français, qui définit et qui identifie les moments de la société où tous les aspects de la société sont réunis, c'est-à-dire les aspects religieux, sinon religieux, au moins spirituels, artistiques, la musique, la danse, l'aspect économique, l'aspect familial, l'aspect des relations sociales, tout cela est exprimé au travers du Heiva. Et en ce sens, c'est une richesse parce qu'en même temps, il permet aussi à bien des personnes, c'est sur le plan de la santé aussi, ça intervient, santé mentale, santé physique. Et c'est pour ça que cet élan qui vient de la base de la population devrait être accueilli, à mon sens, avec beaucoup plus de respect, une plus grande reconnaissance et une plus grande complicité, disons, de la part des autorités. Oui, justement. Alors, quand vous parlez de reconnaissance, vous pensez à qui? À plusieurs ministères, par exemple, qui devraient davantage participer, cofinancer, par exemple? Absolument. Pour moi, le ministère de la Culture est souvent le plus mal loti sur le plan du budget. Donc, et on lui demande à lui d'assumer tout cela, et qui, comme il n'a pas tellement les moyens, va faire peser sur les artistes qui déjà très souvent n'ont rien. Les troupes. Sur les troupes, sur les chefs de groupe. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de chefs de groupe qui ont de l'argent. Hein. La plupart du temps, ils empruntent pour faire le Heiva. Et en même temps, pour les danseurs, pour tous les artistes, c'est à eux à faire cadeau aux autres ministères. Je dis qu'il faudrait faire le contraire. Parce que le Heiva et toutes les activités qui tournent autour font du bien à l'économie. Donc, le ministère de l'économie doit penser à préserver une partie de son budget à la culture. Idem pour la santé, parce qu'il y a des gens qui sont dépressifs ou qui sont trop gros, qui tout à coup s'affinent et qui retrouvent la confiance en eux-mêmes et l'estime d'eux-mêmes.
Le ministère de l'Agriculture, parce que grâce au Heiva, il y a des plantes qui sont exigées, ça donne une activité. Le ministère du Tourisme, parce qu'il y a des gens qui se déplacent exprès pour le Heiva, et puis en même temps des groupes naissent et vont se produire, et encore que les pauvres qui vont se produire dans les hôtels, ils font vraiment pour la gloire. Et il y a un moment où on considère que ce qui est gratuit ou mal payé n'a pas de valeur. Je pense qu'il faut inverser les choses et faire en sorte de reconnaître, c'est aussi mieux payer nos artistes, parce qu'ils n'en vivent pas, ils s'endettent, c'est pas possible. Et il y a aussi l'aspect familial. Il y a des gens qui se faisaient la gueule dans une famille et qui tout à coup se retrouvent. Il y a des amitiés qui se renforcent. Il y en a d'autres au niveau social aussi. Les Chinois avaient l'habitude, dans mon enfance, de vivre de leur côté, les Tahitiens de l'autre. Et là, les demi aussi de l'autre. Et puis là, tout le monde se réunit. Et on oublie les différences d'origine ethnique. Et les popas aussi, il y a des gens qui débarquent et qui viennent donner un coup de main, rien qu'en apportant. Ils viennent profiter de cet élan vital, mais en même temps, ils apportent énormément. Donc, ça concourt à l'équilibre et à la bonne humeur de la société en général. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. D'accord. C'est pour rendre hommage à tout ce monde-là. Mais alors, de tout ça, là, vous en avez parlé, par exemple, avec les autorités ou pas du tout ? Oh, non, j'en ai pas parlé parce qu'il m'en a jamais demandé mon avis. Mais ça fait rien, je le donne quand même à qui veut l'entendre. Alors, une des magies du Heiva aussi, c'est de faire comprendre, même si on ne comprend pas la langue. Absolument. Alors, pour moi, qui suis auteur et qui ai eu de la chance de travailler avec 2 chefs de groupe avec qui vraiment le contact a été bien, même s'il y a de temps en temps, il y a des dissensions, on peut ne pas être d'accord, parce que pour faire ce genre de choses, il faut avoir du caractère ou de sacré caboche. Donc, quelquefois, il y a des étincelles. Mais c'est aussi une complicité avec les musiciens, les chorégraphes, avec les danseurs. Quand on arrive à faire passer une idée et qu'elle traverse tout le monde et qu'elle est exprimée et que le public la reçoit et dit « j'ai compris et j'ai aimé », c'est une récompense magnifique. Le Heiva a plusieurs dimensions, donc on l'a vu. Il est un facteur aussi d'intégration sociale, vous aimez dire. Absolument, parce qu'il y a quelquefois, il y a des jeunes gens qu'on ramasse dans la rue, qu'on aide à se laver, à sentir un peu meilleur, et puis qui se sentent rejetés de tous et qui viennent danser au Heiva, et qui au début se cachent parce qu'ils ne savent pas trop danser. Et souvent les garçons ne dansent pas. Ils se restent dans leur coin, alors on leur apprend à danser, et puis ils se découvrent acteurs, à toata, sous les sunlights et applaudis. C'est magnifique. Et disons que ces garçons, des filles aussi, qui pouvaient se penser bons à rien ou des déchets, tout à coup ils se disent mais on m'applaudit donc je suis quelqu'un de bien, et qui grâce au Heiva commencent à se réintégrer dans la société. Le Heiva, c'est quelque part quelque chose un phénomène qui devrait, j'allais dire, occuper entre guillemets l'école également, très très vite. Mais l'école, elle participe à l'école. Par ses chants, par ses chants et danses, elle participe à la transmission de la langue de différentes manières. Donc les écoles, elles reçoivent. Et en même temps, les enfants y vont. Et les enfants se mettent à danser, deviennent acteurs eux aussi. Disons que c'est comme une sorte d'échange et de donnant. Enfin, c'est au-delà du troc, c'est au-delà du don contre don. Mais il y a un courant de joie qui passe entre les personnes. L'esprit de compétition aussi, où on veut être le meilleur, la meilleure. Bon, ça implique aussi quelquefois des jalousies, des tensions, etc. Mais ça fait partie de la vie. Il y a des personnes qui autrement resteraient isolées de tout le courant de la vie sans le Heiva. Vous, personnellement, le Heiva, qu'est-ce qui vous a apporté ? Énormément de joie. Disons qu'autrefois, ça s'appelait Tiurei. Je fais un peu l'historique aussi. Et comment, de cet événement, et je raconte comment c'était considéré quand j'étais gosse. Comme Madeleine, on a fait un moment privilégié, ça s'appelait Tiurei. Et disons que, et en même temps, il m'est arrivé de prendre des textes très anciens qui ont été recueillis, qui venaient des anciens Polynésiens, des anciens érudits,
Et on a recueilli leurs paroles et j'ai repris cette parole, j'ai repris dans des chansons et je les ai données aux jeunes gens qui l'ont chanté, qui l'ont dansé. J'ai vraiment eu l'impression d'être une courroie de transmission et c'est un moment de joie immense. D'accord. Et donc, c'est quelque chose que vous aimeriez également, bon là il y a le livre, mais que vous aimeriez transmettre aussi également à d'autres, aux nouvelles générations? Absolument, parce que disons que très souvent ce qui se passe au Heiva, une fois que c'est produit, ça disparaît, on oublie. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc j'ai écrit ça, c'est aussi pour partager et transmettre au fil du temps et éventuellement servir de point de repère et peut-être encourager d'autres à faire la même chose. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Simone Grant donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Heiva Itaiti, ou les lauréats Heiva Itaiti. C'est aux éditions Toimata. Toimata, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.